Donc on passe à la communication suivante par Thierry Fontange. Qu'est-ce qu'un bon compte-rendu de PBH? À toi Thierry. Bonjour à tous. En fait, lors de nos webstaff des pathologies générales, on est souvent confronté à des dossiers où la biopsie, la lecture de la biopsie nous pose un problème difficile, et c'est la raison pour laquelle on vous propose ce sujet aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un bon compte-rendu de PBH? Alors, tout d'abord, la PBH reste d'actualité. C'est un examen qui est incontournable dans certaines situations, notamment lorsque vous avez une discordance dans des examens non invasifs de fibrose, fibroscan, test sanguin, et ce sont les recommandations de la FEF. C'est finalement la biopsie est le seul examen qui vous permet d'avoir un diagnostic étiologique et qui permet également un pronostic. Puis rappelons quand même que la définition de la cirrhose est histologique. Ce ne sont pas les examens non invasifs qui vont qui vont faire une définition de cirrhose. D'autre part, souvent vous allez envisager un traitement qui peut être long, complexe, par exemple dans les hépatites auto-immunes, et il vaut mieux avoir un diagnostic de certitude, donc se baser sur des éléments sérieux. Enfin, lorsque vous rentrez dans des essais thérapeutiques, eh bien finalement, le gold standard dans toutes ces études reste l'histologie. Alors, en fait, la première chose, c'est que il faut évaluer la qualité de l'échantillon. Et pourquoi en parler? Parce que la taille de la biopsie doit être suffisante et selon les recommandations, il faudrait avoir globalement une biopsie de 30 mm de long et avoir un calibre suffisant. L'idéal, c'est d'utiliser des aiguilles de 16 gauges pour la biopsie transpariétale éco-guidée et peut-être des aiguilles plus fines de 18-19 gauges, mais plusieurs passages lorsque vous faites des biopsies transjugulaires. En somme, pour avoir une bonne biopsie, il faut avoir au moins 10 espaces portes. Donc il faut que vous retrouviez ça dans le compte-rendu. C'est nécessaire. C'est un pointeur? Waouh, merci. Et notamment dans l'interprétation des pathologies biliaires. Et puis, attention, lorsque vous avez une biopsie sous-capsulaire réalisée par le chirurgien lorsqu'il fait un acte quelconque, cette biopsie est souvent de mauvaise interprétation, de mauvaise qualité, et il faut insister pour que si vous voulez une biopsie pendant un geste chirurgical, la demander à l'aiguille. Alors, pourquoi la taille est importante? Parce que des études ont montré que lorsque, sur un ensemble de biopsies, vous vous rendez compte qu'il y a près de 22% des biopsies qui ne correspondent pas à ces normes que je viens de vous citer. Donc, c'est-à-dire moins de 10 mm et moins de 6 espaces portés. Lorsque vous avez une biopsie de petite taille, vous allez sous-estimer la fibrose. Vous voyez, si vous comparez 10 mm par rapport à 30 mm, eh ben, vous passez du simple au double en fibrose en pont, c'est-à-dire en F3. Donc, la taille est importante. En ce qui concerne maintenant, on peut utiliser les deux ou pas, tu sais pas? Celle-là aussi? Enfin, non, ça c'est juste pour le pointeur. D'accord. Bah, je vais retrouver comme Jacques, là. Je sais pas ce que je voudrais la main magique de Solange. Voilà. Ensuite, il faut communiquer, donc il faut appuyer, mais pas trop, mais quand même un peu. Il faut communiquer avec la pathologiste. Par exemple, quand vous voyez votre compte-rendu d'histologie, renseignement, point d'interrogation. Ça, c'est à éviter. Pourquoi? On ne va pas essayer de tester son anapathe. Non, ce n'est pas le rôle. Il faut lui rendre service, au contraire, il faut lui donner tous les éléments pour l'aider dans ce que vous recherchez. Hein? Pas de renseignement clinique, comme disait mon histologiste, pas de bonne analyse du foie. Et donc le contexte, les comorbidités, et puis éventuellement s'il y a déjà eu une biopsie qui a été effectuée pour la comparer, ceci est important donc d'aider le pathologiste sur le bon d'envoi. Ensuite, ce qui est important, c'est que le pathologiste doit faire un bon travail. Le fragment de foie, l'échantillon va être donc mis dans la paraffine et il faut faire falloir qu'il fasse des coupes serrées
espacé pour avoir le maximum de chances d'avoir un maximum d'informations pour le diagnostic. Et puis les colorations, vous les connaissez peut-être, c'est la coloration classique HES, hématoxyline, éosine, safran, le rouge Sirius pour la fibrose, et puis savoir demander des colorations spécifiques de la réticuline par le Gordon Sweet, mais c'est écrit dans vos comptes rendus, vous devez regarder. On utilise moins maintenant le PERLS puisqu'on a l'IRM avec la quantification intrahépatique de fer, mais parfois, lorsque vous avez une présence de stéatose, eh bien, votre histologiste pourra faire de la rhodanine pour rechercher une surcharge en cuivre et de façon plus exceptionnelle, une coloration PAS pour rechercher une glycogénose. Regardez également s'il y a des immunomarquages qui sont faits, notamment CK7, CK19 pour les maladies des voies biliaires. Nous reparlerons ensuite de l'intérêt de la biopsie dans les hépatites aiguës. Alors, ces belles diapositives vont vous montrer en haut le pointeur, c'est ça. Ouais, c'est ça, non? Bah, écoute. En haut, vous avez une. Tiens, tu peux regarder pendant ce temps. Une coloration au rouge Sirius, voyez. Donc vous voyez bien la fibrose au niveau de l'espace porte. À droite, le Gordon Sweet qui va vous montrer le réseau de réticuline. Là, une coloration de PERLS avec bien sûr la surcharge en fer. Et à droite, la rhodanine pour la surcharge en cuivre. Alors maintenant, ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que si vous retrouvez dans votre compte-rendu d'Anapat des mots-clés, lesquels... Ah, magnifique. Ah bon, toujours. Des éléments clés que sont représentés par l'architecture. Vous devez voir, l'architecture du foie est conservée, l'architecture du foie est perturbée. Donc ça doit être retrouvé. Et puis ensuite, les différentes analyses intrahépatiques que sont l'analyse des hépatocytes, l'analyse des espaces portes, est-ce qu'il y a une inflammation, l'aspect des canaux, les canalicules, les lésions parcellaires, ensuite le lobule lui-même, avec s'il y a de la stéatose, de l'inflammation, les sinusoïdes, et la veine et la région centrolobulaire doivent être analysées. Voici ici donc alors, le lobule hépatique. Ouais, c'est pas puissant. Le lobule hépatique, vous voyez bien, enfin, qui est limité par les espaces portes où il y a des flèches blanches. Et donc le lobule, avec au centre, la veine centrolobulaire, c'est l'unité fonctionnelle du foie, le lobule. Alors si on prend cela à un plus fort grossissement, eh bien, vous avez cette belle diapositive qui vous montre à gauche la veine. En bas, vous avez le canalicule biliaire et au milieu, l'artériole pulmonaire, l'artériole hépatique, et puis l'oiseau des os de flèche, c'est pour montrer des cellules inflammatoires, ce qui est moins important. Je crois que j'en avais une autre avant. Voilà, celle-là, qui est intermédiaire entre les deux, où vous avez l'espace porte, là, vous voyez très bien la veine, l'artériole et le canalicule biliaire, la veine centrolobulaire, et entre les deux, ce qu'on appelle les travées de Romac, avec les travées d'hépatocytes, avec, vous savez, une vascularisation qui sera un peu moins bonne autour de la veine centrolobulaire, la zone 3, ce qui explique qu'on a plus d'ischémie, notamment médicamenteuse, dans cette zone-là. Voilà. Alors, pourquoi vous demandez une biopsie hépatique? On l'a vu. Le plus souvent, c'est d'un contexte chronique, de cytolyse au long cours, où vous vous posez des questions diagnostiques. Donc, on va rechercher les lésions, comme on l'a dit, au niveau des hépatocytes. On va regarder s'il y a un contexte inflammatoire et bien sûr, évaluer la fibrose et rechercher des lésions associées. Tout ceci va permettre aux cliniciens d'être aidés pour, lorsqu'il y a une discordance dans des examens non invasifs, l'aider également pour la décision thérapeutique ou pour la réponse à un traitement. Alors, en ce qui concerne les lésions hépatocytaires, on va évaluer la nécrose, les lésions cellulaires. Est-ce qu'elle est lobulaire? Est-ce qu'elle est parcellaire? Est-ce qu'elle est focale? Est-ce qu'elle est confluente? Tout ça doit se retrouver sur un bon compte-rendu d'Anapat. Comment la caractériser? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est au niveau du lobule ou au contraire en périphérie, vers les lames bordantes?
Puis on va évaluer également son intensité, l'importance de la nécrose hépatocytaire, qui a une valeur tout de même pronostique, notamment dans les histoires aiguës, mais là on parle du chronique. Ensuite, l'infiltré inflammatoire, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est intralobulaire? Est-ce qu'il est intraportal? Et sa nature, ça va nous aider sur le plan histologique. Par exemple, s'il s'agit plus d'un infiltrat lymphocytaire, on pensera plus à une histoire virale, B ou C. Lorsqu'il s'agit d'un infiltrat plasmocytaire, on pensera plus aux hépatites auto-immunes ou à certaines hépatites médicamenteuses, notamment les médicaments de l'immunothérapie. Les éosinophiles, les médicaments classiques, hein, et puis les macrophages, les histoires infectieuses, les hépatites alcooliques aiguës, l'infiltration à polynucléaire neutrophile. La densité, et puis parfois, ces zones inflammatoires peuvent être organisées en nodules, en follicules lymphoïdes ou en granulomes. Donc, description des lésions hépatocytaires, description de l'infiltrat inflammatoire. Vous voyez ici, la flèche là-haut vous montre un corps de Kuhn-Sihlmann qui correspond à une nécrose acidophile. Et vous voyez que le rose n'est pas homogène. Les zones roses un peu plus denses correspondent à des zones de nécrose. En ce qui concerne l'infiltration inflammatoire, vous voyez sur cette belle diapositive toutes ces petites cellules noires qui correspondent à un infiltrat de plasmocytes dans une hépatite à éosinophile, hépatite auto-immune, pardon. Et à droite, vous avez l'infiltrat inflammatoire également, avec ces gros noyaux cellulaires en mode de division d'une nécrose, d'une inflammation intense, d'une hépatite auto-immune importante. Enfin, la fibrose, vous savez tous les 4 stades de fibrose, quelle que soit la maladie hépatique, hein, qu'il s'agit d'une histoire virale chronique, d'une histoire des stéatoses, d'une histoire même des maladies cholestatiques. Il y a des classifications et on va faire de F0, pas de fibrose, à F4, la cirrhose, ce qu'on utilise évidemment au quotidien de façon un petit peu, empirique avec les examens non invasifs. Et là, vous avez un bel exemple de fibrose F2, vous voyez un début de septum interlobulaire à gauche, à partir de l'espace porte, ensuite une septalisation qui devient complète sur le F3, et puis F4, vous avez le lobule hépatique qui est transformé en nodule, définition même de la cirrhose, avec ces septa fibreux qui finalement arrivent à transformer totalement l'architecture du foie de lobule en nodule. Qu'en est-il maintenant des hépatopathies chroniques? Qu'est-ce qu'on va rechercher? Des signes directs, c'est-à-dire des signes de cholangite, inflammation des canaux. Des signes indirects, la ductopénie, donc l'appauvrissement des espaces portes en canaux, la réaction ductulaire et des signes de cholestase chronique. Et puis, la biopsie est très importante, vous le savez, quand vous avez une suspicion de syndrome de chevauchement, l'overlap syndrome, c'est-à-dire d'une association entre une CBP et une hépatite auto-immune. Attention, la biopsie normale n'élimine pas formellement une CBP, une CSP, il faut le savoir tout de même. Alors, l'anatomopathologiste va également vous aider pour ne pas partir franco en disant j'ai une cholestase, donc je vais rechercher CBP ou CSP. Non, il y a d'autres maladies cholestatiques, hein, notamment la cholangite à IgG4, qui est certes rare, mais si on ne la cherche pas, on ne la trouve pas. Les granulomateuses hépatiques, l'hyperplasie nodulaire régénérative, et puis les cholangites néoplasiques, notamment dans les hémopathies comme le lymphome, la mastocystose systémique, et des maladies exceptionnelles pour moi, c'est comme l'histiocytose langerhansienne. Donc, vous aurez des renseignements complémentaires pour écarter ces diagnostics par un anatomopathologiste confirmé. Alors, ces belles diapos, là encore, vous montrent en haut, vous avez la CBP, avec cet aspect à gauche inflammatoire, vous voyez cet infiltrat inflammatoire autour du canalicule biliaire, et à droite, la destruction du canalicule biliaire, avec l'important infiltrat inflammatoire. En dessous, vous avez une image typique de cholangite sclérosante primitive avec cet engainement autour du canalicule biliaire. Et puis, en bas, c'est intéressant, ce qu'on ne voit plus, puisqu'on ne fait plus de biopsie dans les hépatites C, mais une cholangite lymphocytaire
non destructrice, puisque vous voyez bien le canalicule biliaire et l'inflammation autour. Qu'est-ce que c'est que la ductopénie? Eh bien, pour définir une ductopénie, il faut au plus de 20% des espaces portes dépourvus de canaux biliaires. D'où l'importance de la taille de la biopsie, évidemment. Autrement, on ne peut pas la définir. Et là, on peut s'aider d'immunomarquage, notamment CK7 et CK19. Ensuite, la réaction ductulaire, vous le voyez sur cette diapositive, bien sûr c'est un peu technique, mais votre anatomopathologiste devrait décrire cela comme, vous voyez sur cette diapositive, encore une fois, les petites cellules inflammatoires, c'est un filtrat inflammatoire polymorphe. Là, en rose, vous avez tout ce qui est prolifération, cette disséquante de la fibrose, et toutes ces zones blanches avec du bleu dedans, qui correspondent en fait à cette néoprolifération ductulaire. Enfin, des signes indirects comme la cholestase, dans la cholestase, des signes de cholestase chronique, notamment les cordes Mallory qui n'ont rien de spécifique, hein, qui sont bien sûr plus fréquents dans l'alcool, mais que l'on voit dans n'importe quelle maladie hépatique. Et ce correspond à ces, vous avez deux flèches qui montrent, ce sont ces filaments à l'intérieur des hépatocytes. Et puis, vous voyez également des taches un peu plus brunes qui correspondent à ce qu'on appelle la bilirubinostase, donc, et puis des hépatocytes ballonisés, clarifiés. Voilà. Les lésions associées, donc on a vu les hépatocytes, on a vu l'inflammation, on a vu la fibrose, et puis on va regarder à côté, donc, que ce soit, enfin, surtout dans les hépatites chroniques cytolytiques, mais également cholestatiques. On a vu lors des minutes de l'ASLD qu'elles avaient plutôt plus mauvais pronostic, les NASH avec stéatose, avec cholestase qu'avec cytolyse. On va voir la stéatose. La stéatose doit être recherchée systématiquement et finalement, la NAPAT va la quantifier et va dire est-ce que c'est une stéatose macro-vacuolaire ou plutôt micro-vacuolaire, donc, ou micro-vésiculaire. Hein. Il y a des scores. Le score actuellement le plus utilisé, notamment en France, c'est le SAF de Bedossa 2012, hein, stéatose, activité, fibrose. Et puis là, c'est là qu'il est important dans les renseignements cliniques auprès du praticien de marquer les facteurs de comorbidité. Est-ce qu'il y a une consommation d'alcool? Est-ce qu'il y a une prise médicamenteuse? Est-ce qu'on a affaire plutôt à un patient porteur d'une stéatopathie? Donc, voilà. Alors, cette stéatose, ce qui est très intéressant, c'est que la stéatose, contrairement aux histoires d'hépatite chronique virale que l'on a vu tout à l'heure, la stéatose est plutôt d'abord à un début centrolobulaire. Et l'inflammation est également à un niveau centrolobulaire, de sorte que, voilà, on voit l'infiltration ici de cellules inflammatoires. Et comme vous savez, l'adage « inflammation fait la fibrose », eh bien, cette inflammation qui fait la fibrose fait en sorte que la fibrose deviendra d'abord centrolobulaire avec souvent une participation également au niveau des espaces portes. On voit bien ici l'espace porte en bas qui est inflammatoire, avec ses cellules inflammatoires, mais surtout, vous voyez, dans la zone centrolobulaire, ces cellules inflammatoires et cette fibrose qui apparaît au niveau de cette stéatose, permettant finalement de faire le distinguo entre une stéatopathie simple et une stéatohépatite, donc un vrai NASH. Donc, vous voyez, ici, on voit très bien l'espace porte inflammatoire et sous rouge Sirius, la région centrolobulaire qui contient de la fibrose. La stéatose peut être d'origine médicamenteuse, comme je vous le disais, donc simplement cette stéatohépatite médicamenteuse avec phospholipides, hein, qui ressemble plus à une hépatite alcoolique qu'à une hépatopathie de type stéatohépatite métabolique. Et vous la retrouvez, vous voyez, avec l'amiodarone, ce qui est bien connu, mais également avec des traitements antimitotiques comme l'oxaliplatine, le 5-FU. Et puis, chez les patients qui ont des facteurs de risque d'hépatopathie, quels qu'ils soient, il y a des médicaments qui vont augmenter la stéatose, comme le méthotrexate, mais également le tamoxifène, les œstrogènes, les corticoïdes et la chloroquine. Et puis certains antihypertenseurs, notamment certains inhibiteurs calciques.
La stéatose peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, microvésiculaire. Et là, vous connaissez un petit peu les étiologies. Pensez à l'acide valproïque, mais bien sûr l'aspirine, avec le syndrome de Reille, la cocaïne et les antirétroviraux, ainsi que les tétracyclines, avec ces stéatoses micro, mais qui peut être aussi ce qu'on appelle spongiocitaire. Un mot sur les maladies des petits vaisseaux. On demande à l'histopathologiste il va regarder également les vaisseaux, s'il n'y a pas une maladie des vaisseaux hépatiques. Et donc, je vous présente cela en vous montrant d'abord l'atteinte au niveau de l'espace porte, ce qu'on appelle les vénopathies portales oblitérantes, et la CHNR, l'hyperplasie nodulaire régénérative, donc qui siège, ce sont des anomalies, donc c'est important la localisation, qui siègent au niveau de l'espace porte. Ensuite, vous avez les anomalies vasculaires qui siègent au niveau des hépatocytes, des travées de Romac, c'est la péliose, souvent médicamenteuse, dilatation sinusoïdale. Et enfin, au niveau des veines centrolobulaires, la maladie veiно-occlusive et le syndrome d'obstruction sinusoïdale. Donc dans votre compte-rendu, l'anatomopathologiste doit rechercher ces lésions vasculaires, même si c'est quelque chose de plus rare et de plus compliqué. Un petit mot pour finir, l'hépatite alcoolique aiguë. Pourquoi en parler? Parce que vous devez biopsier les patients qui ont une hépatite alcoolique aiguë. Vous ne devez pas en rester à des arguments, de probabilité. Et bien sûr, le plus souvent, elle se fera par voie transjugulaire dans des situations d'insuffisance hépatocellulaire, mais elle est indispensable pour débuter ou non un traitement par corticoïde. La définition est très histologique. Présence de foyers d'hépatocytes clarifiés ballonisés dont les cytoplasmes renferment des cornes Mallory, non spécifiques mais quand même en grand nombre, et au contact desquels existe un infiltrat polynucléaire neutrophile, comme vous allez le voir sur cette diapositive. Ces diapositives, en haut, la banalisation des cellules hépatiques, en dessous, le corne Mallory que vous avez montré par la flèche, et puis l'infiltrat de polynucléaire neutrophile avec cet aspect de foie septique. On peut être aidé également donc, par des immunomarquages. Et corne Mallory plus polynucléaire neutrophile, ce qu'on appelle la satellitose, est assez caractéristique de l'hépatite auto-immune. Et un bon anapathe doit vous rendre la réponse histologique dans la journée, puisqu'il faut commencer ou non au plus vite le traitement. Hépatite alcoolique, merci. Là, cette diapositive que vous aurez dans le document, simplement, qui permet de comparer l'hépatite alcoolique aiguë à la NASH, puisqu'il y a quand même pas mal d'arguments comparables, parfois c'est pseudo-NASH, puisque des stéatopathies quand même un peu alcoolisées. Donc on passera vite là-dessus. Et donc, en conclusion, importance d'un échantillon de bonne qualité, vous l'avez compris, de bien collaborer avec son anatomopathologiste, un compte-rendu détaillé, où on doit retrouver les mots-clés que nous avons vus au cours de cet exposé, avec une conclusion synthétique, à la fois diagnostique et pronostic. Et puis, il ne faut pas avoir de honte, il faut savoir se faire aider, et si votre anatomopathologiste, si vous le connaissez bien, qu'il n'est pas particulièrement compétent parce qu'il voit peu de fois, ne pas hésiter à demander une deuxième lecture, et ce sont même les recommandations qui nous disent qu'il faut envoyer les biopsies hépatiques dans des centres experts, du fait du manque d'apprentissage le plus souvent des pathologistes. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que ce sujet qui paraissait un petit peu ardu vous a intéressé. Merci beaucoup Thierry. Juste avant de te poser la question, je voudrais savoir dans la salle, qui fait ces PBH? Est-ce qu'il y en a? Donc il y a un peu moins d'un tiers, d'accord. Ok, et toi, tu fais... Oui, je le fais, oui. Je m'en doutais. Tu penses pas que le fait de les envoyer en radiologie, parce que je suppose que la plupart les envoient en radiologie, les informations risquent d'être diluées, justement? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est toujours pareil. C'est un petit peu comme, je vais prendre comme comparaison le fibroscan. Tu vois, moi, je fais mes fibroscans, faire un transfert de
de compétences, c'est pas une histoire, mais c'est pas pareil. Le fibroscan, j'aime bien le faire parce que j'explique aux patients, parce que je sais ce que je cherche. Et puis si je vois que c'est complètement aberrant, je me dis bon, j'arrête, etc. Je vais pas mettre un type qui a 120 000 plaquettes, et va marquer F0, F1 parce que il a des macronodules de régénération, tu vois. Thierry, Corinne. Vas-y, Corinne. Micro, s'il vous plaît. Bravo Alors, Thierry pour cet exposé très clair. Merci beaucoup. Je voudrais faire une réflexion un peu marginale. Récemment, je viens d'apprendre que des hépatologues d'un CHU parisien démarraient un travail sur hypnose et PBF. Ouais. Oui, bah c'est bien. Moi, je pense que c'est une excellente... c'est bien. Peut-être que des représentants sont déjà là. Alors, effectivement, on en a discuté hier soir en disant qui fait les biopsies sous anesthésie ou par local. C'était partagé, mais je comprends parfaitement que l'hypnose est une excellente, à mon avis. Ouais, et en fait, j'ai commencé à en faire sous hypnose, pour te dire. Et je pense que c'est très intéressant. Corinne? Bon, merci Thierry pour ta présentation qui était bien claire. J'ai une question. Donc nous, en pratique, les biopsies, on les fait surtout sur les perturbations du bilan hépatique pour lequel on n'a pas d'étiologie. Enfin, moi, c'est ma pratique. Dans un tiers des cas, à peu près, la NAPAT nous répond biopsie subnormale. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu demandes un deuxième avis? Parce qu'on est souvent très déçus d'avoir fait la biopsie alors que le foie est normal. Alors, écoute, j'avais eu l'occasion de faire un travail qui avait été présenté à la FEF il y a quelques années, où j'avais repris une centaine de biopsies hépatiques que j'avais fait exactement dans une indication de cytolyse où tout le bilan était négatif, contrairement à l'étude qui avait été présentée quelques années auparavant par Victor de Léningan, qui avait montré qu'une bonne partie de ces patients c'était des stéatoses. Moi, c'était pas ma situation, et je me disais non, moi j'avais vraiment éliminé ça, d'accord? Donc c'était vraiment des biopsies où t'avais rien. Et sur le plan étiologique. Eh bien, pour moi, le fait d'avoir un résultat négatif en disant lésion minime d'hépatite où il n'y a pas de fibrose extensive, pour moi, c'est un élément très important. Parce que j'explique aux patients que son foie a été agressé par un élément environnemental, une vaccination, un élément extérieur, on ne sait pas. Dans un contexte ou non allergique, et que finalement le pronostic est excellent parce que j'avais refait des biopsies à certains de ces patients 10 ans après. Et il n'y avait rien qui avait changé. Même avec des biopsies avec des patients qui avaient des transaminases à 2-3 N. D'accord ? Et donc c'est extrêmement rassurant. Et pour nous, la commission hépatologie qui ne rechigne pas de boire un petit canon de temps en temps, eh ben au moins on peut dire aux gens, vous pouvez y aller, quoi. Eh ben c'est important. Je veux pas dire, mais c'est quand même important de dire vous pouvez vivre normalement et de pas dire attention, votre foie est malade, donc vous ne buvez pas. Voilà. Donc je pense que c'est important, tu vois. Moi, je ne refais pas de biopsie, je leur dis, gardez bien en tête, je leur donne le compte-rendu de la biopsie, tu vois, parce que tu peux avoir des gens qui peuvent avoir un métier qui nécessite des examens parfaits, notamment un pilote d'avion, notamment dans le nucléaire, etc. Et donc, je le mets le papier et je leur donne en disant, ben voilà, ça vous sert de certificat. Corinne, vas-y Corinne, Paul parlera après. Peux-tu nous dire où on en est en 2021 pour la place de la biopsie hépatique lors du traitement et l'arrêt du traitement dans les hépatites auto-immunes? Est-ce que, avant d'arrêter le traitement, et surtout lors de la reprise, lors d'une rechute, ce qui arrive souvent, est-ce que tu fais une biopsie? Où est-ce qu'on en est en 2021? Alors, personnellement, c'était une de mes premières diapos, c'est de dire que moi je me lance pas dans un traitement d'une hépatite auto-immune, surtout chez une femme souvent jeune ou même ménopausée mais pas âgée, et donc je fais la biopsie. Donc ça c'est au départ. Maintenant, à l'arrêt du traitement, je t'avoue que je ne fais pas la biopsie, hein, c'est-à-dire que je reste sur des critères biochimiques et de gamma-globuline. Hein, et puis, je baisse de plus en plus ma poso, mais je ne fais pas de biopsie. Non. Je retraite sans refaire de biopsie. Ouais. Ah oui. Et tu ne fais pas la biopsie à l'arrêt du traitement parce non. Que c'est comme non, je ne le fais pas. Et tu vois, j'abuse pas des biopsies. Et en revanche, ce que je veux dire, c'est que j'aime bien, dans ces cas-là, faire la biopsie hépatique au départ et de faire un fibroscan en même temps. Oui, pour voir si... Oui, pour le contrôle évolutif de la fibrose. Oui, moi aussi, pour dire si c'est fiable. Ouais. Voilà. Oui, Paul Thierry,
Merci pour ton rappel sur toutes les biopsies. C'est vrai que pour les plus âgés, ça nous fait plaisir d'en entendre parler. Pour revenir à la NASH, ce qui est la maladie qui explose, les recos de la FEF l'an dernier disaient que quantifier la stéatose, ça sert à rien, bien évidemment. C'est la fibrose qui fait la maladie, mais c'est l'hépatite qui fait la maladie. C'est l'activité inflammatoire qui fait la maladie. Et cette maladie, on la connaît mal. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir vraiment pour quantifier nos patients, fixer un pronostic, une surveillance éventuelle, parce que là aussi c'est la discussion de l'hépatoca du truc, avoir des critères vraiment d'inflammation chez ces gens-là. Et il n'y a que la biopsie qui nous le donne, quoi. Donc, alors, elle est compliquée parce qu'il y a vu dans tous les protocoles, on se fait tous retoquer parce que ça correspond jamais au truc et qu'on ne peut pas les rentrer dans. Mais est-ce que quand même, il n'y a pas besoin d'une histologie, ce qu'on ne fait pas forcément, pour au moins avoir un point de départ sur de l'inflammation, oui, non? Fibrose, oui, non, on l'a compris, les moyens non invasifs le donnent, mais l'inflammation, c'est ça qui Moi, tu prêches un convaincu, mais Paul, mais c'est absolu. Tu es d'accord? Mais absolu, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, regardez, enfin, moi, j'utilise beaucoup le FibroScan, mais regardez quand même quand vous avez le score donc de viscosité et le cap. Bon, enfin, vous avez vu la dispersion des valeurs. Moi, j'aime beaucoup cet examen, cet appareil, mais je trouve et je comprends parfaitement que dans les études, et justement, dans les études, tu as vu combien tu peux être retoqué aussi sur l'échantillon de la biopsie. C'est pour ça que c'est important. Hein, nombre de fois où tu pars sur un grand nombre de patients et il y en a un bon nombre qui sont écartés parce que la biopsie n'est pas interprétable, parce que c'est envoyé souvent dans des centres anonymes d'hyper spécialistes qui disent non, je peux rien dire là-dessus. Voilà. Alors, une autre remarque plutôt. Donc, tu as vu qu'il y a beaucoup d'hépatogastro qui ne font pas leur PBH, qui délèguent aux radiologues. Et donc, à la SLD, on a vu quelques papiers sur la PBH sous écho-endo. Donc, je vais interpeller Paul. Est-ce que tu as de l'expérience, toi, Paul, dans ça ? Parce que tu es à la fois écho-endoscopiste et hépatologue. C'est donc, bizarre. Incroyable, l'endo-hépatologie, ça y est. Incroyable. On en parle, ça explose. Oui, non, mais ça, après, il faut des 19G, comme tu le disais, au moins, quoi. Est-ce que tu peux baisser ton masque, Paul, parce qu'en fait, on n'entend pas. Pardon, excusez-moi. Il faut des 19G, ça c'est sûr. Parce que nous, on a des 19 ou des 22 pour faire de l'écho-endoscopie et des ponctions. Les 22G, on n'a rien. Ou alors, c'est tumeur, pas tumeur. Mais quand je ponctionne des veines portes, c'est, voilà, je veux savoir si c'est tumoral ou pas. 22 suffit. Donc, c'est des 19. Des 19, en général, ça passe bien. Depuis longtemps, on a montré qu'on n'avait pas de complications majeures, voire même avec des coags totalement catastrophiques, on n'a pas de complications majeures là-dessus. On peut avoir une histo. Le problème, c'est qu'on ne s'était pas attaché à la taille de l'échantillon, peut-être, et au nombre de passages et tout ça. Bon, là, il y a des papiers qui montrent que c'est utile. Donc, si on doit maintenant faire du diagnostic un peu fin, pas cirrhose ou pas cirrhose, mais peut-être d'étiologie et tout, enfin avoir de la vraie biopsie, je dirais, il faut qu'on fasse peut-être plusieurs passages, qu'on ait des échantillons à quantifier, voilà, mais c'est faisable. Après, faire une biopsie sous écho-endoscopie seulement pour faire la biopsie, enfin faire une écho-endo seulement pour, c'est pas bien. C'est un peu lourd. C'est pas bien. Un peu lourd. Ouais. Ça s'intègre dans un complément de gestes, d'évaluation d'hypertension portale. Mais tu en as fait? Oui, depuis. Et tu as fait des fois non tumoraux. Oui, on pique de tout quand on en a besoin. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est maintenant, si on veut en faire pas une gold standard, mais presque, enfin une utilité en tout cas, on peut pas non plus laisser passer le message que pour faire une biopsie, il faut faire l'écho-endoscopie. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais si on est en écho-endoscopie, qu'on fait un bilan complet et qu'on a besoin d'une histo, on la fera. Et là, on fera peut-être attention à la pathologie avec plusieurs passages et un bon échantillonnage. Voilà, enfin, faut peut-être repenser le truc. Sinon, la faisabilité, aucun problème. Et tu l'as fait au foie gauche, foie droit, voilà, comment? C'est ce que j'allais demander. Je l'ai fait à sur le foie droit, c'est faisable. Je suis le mieux placé. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de truc. Et on peut, après, s'il faut discuter hétérogénéité, foie droit, foie gauche et tout ça. Mais non, sinon, on la fera pas dans les repères. On n'est bien sûr pas dans les repères habituels intercostaux à droite, comme c'est montré pour toutes nos biopsies habituelles. Mais je pense que l'hétérogénéité, là, elle n'est pas importante, quoi. Donc, non, on l'a fait à l'endroit où on a du parenchyme qui nous paraît faisable et pas sous-capsulaire immédiatement et pas près du HIL non plus. Enfin, comme tu l'as dit, non, les critères sont les mêmes. Ouais. Sauf qu'on n'a vraiment pas de problème de coag, ça j'en suis persuadé. Oui. Merci Paul. Merci. Et Thierry, dernière question.
Bon, maintenant, la place de la PBH, c'est surtout à viser diagnostic. Donc, c'est souvent des diagnostics difficiles, Oui. en fait, parce qu'on n'a pas trouvé la cause de façon évidente, ou alors c'est une suspicion d'auto-immune. Ne penses-tu pas qu'il faille envoyer nos biopsies directement vers un centre expert? Parce qu'il y a beaucoup d'anapathes libéraux qui n'ont pas d'expérience, par exemple, dans l'hépatite auto-immune. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord. C'est pas une faiblesse de nos anapathes. Hein. Ce que j'expliquais hier soir, moi, quand je me suis installé, je suis allé voir les anapathes en disant bah, excusez-moi, mais je travaille beaucoup dans le foie et ça les a mis à l'aise en disant bah ok, on s'en occupe pas et ils ont autre chose à faire, ils ont plein de boulot, il y a aucun souci avec les biopsies gastriques hein, et les polypes pour laisser tomber les quelques biopsies hépatiques que nous réalisons. Donc il vaut mieux centraliser les biopsies vers des centres experts et comme ça avoir quelque chose de formel plutôt que demander une deuxième lecture, ce qui est toujours gênant. Notamment pour la cotation aussi, c'est ça? Voilà, pour la cotation. C'est-à-dire qu'en fait, si vous envoyez à votre anapathe libéral et que il vous fait un rendu et que vous demandez une deuxième lecture, la deuxième lecture, il n'y aura pas de cotation. Donc parfois, les CHU se plaignent en disant, attendez, je reçois plein de biopsies hépatiques et nous, on travaille pour rien. Donc autant l'envoyer directement et que les autres ne fassent pas la première analyse. Voilà. Merci beaucoup Thierry, merci pour ta présentation.